Déjà, merci de l'invitation. Et je découvre avec plaisir que je suis effectivement dans un panel qui va me permettre d'alimenter mes réflexions et d'apporter un autre angle d'attaque. Vous allez le voir parce qu'on est toutes les deux anthropologues, donc je suis également anthropologue. Et j'ai travaillé donc depuis maintenant 2 ans sur un jeu de Blizzard Entertainment, donc le créateur de World of Warcraft et tous ces jeux triple A qu'on trouve absolument partout, en tout cas dans l'univers du jeu vidéo. Et finalement, j'en suis venue à m'interroger sur ce qui, pour reprendre l'expression de certains de mes professeurs, fait sens. Donc en tant qu'anthropologue, j'ai cherché à finalement à voir ce que les joueurs, en tout cas, ressortaient de leur expérience d'Overwatch. Et mais finalement, j'en suis venue à voir la place de ce que j'ai appelé les acteurs fictionnels. J'y reviens, mais dans un premier temps, considérer que ce sont les personnages. Donc, quelques petits mots sur mon terrain et ma méthode, parce que finalement, je prends non pas une distance juste finalement en allant dans un terrain autre que celui du quotidien. Je suis une anthropologue du proche, donc j'ai décidé de mener mon terrain en milieu francophone, avec, vous verrez, quelques petits détails supplémentaires, mais je me situe donc dans un terrain qui est au plus proche, avec tant des membres de ma famille que des amis qui sont venus sur mon terrain, que aussi de nouvelles personnes que je rencontre dans le cadre de mes recherches. Donc c'est un terrain qui nécessite de nombreuses réflexions méthodologiques et éthiques, mais voilà. Donc je me situe dans un terrain du proche. Donc principalement, ce premier stade de ma thèse, c'est constitué par de l'immersion par observation participante. Donc plutôt que de faire des interviews et d'aller sur les forums, j'ai joué au quotidien avec une série d'une quinzaine de joueurs réguliers. Donc c'est une équipe qui tourne régulièrement. Je me connecte chaque soir ou presque au Discord et je discute avec eux et je fais des parties très très régulières avec eux, bien que, voilà, étant assistante, j'ai de temps en temps des périodes où c'est un petit peu moins le cas, comme en ce moment, mais c'est très très régulier, donc je les suis au quotidien. Je suis aussi sur 5 lieux de présence récurrents, c'est-à-dire, outre le jeu, c'est des forums comme Reddit, Instagram, des lieux d'échange en fait où les joueurs vont et partagent leur expérience, partagent des contenus. YouTube en fait partie aussi. Et donc ça c'est ce qui alimente, on pourrait dire, l'expérience en dehors du jeu lui-même, parce que finalement mes acteurs de terrain m'y mènent. Assez particulier, c'est que j'ai choisi donc d'être avec des joueurs francophones mais qui jouent en milieu anglophone. C'est-à-dire que c'est 2 milieux très différents. Un chercheur qui travaille sur Overwatch en milieu uniquement francophone n'aura pas les mêmes données et les mêmes appréciations de la communauté que moi, et ça c'est une chose que je tiens à clarifier tout de suite. C'est le fait qu'il y a une grosse différence entre l'insertion dans le public international et dans les publics de langue, on pourrait dire, native. Donc dans un terrain francophone, certains éléments que je vais présenter ici ne sont pas forcément saillants, alors qu'en milieu international, ce sont des choses qui ont marqué la communauté. Outre ça, lors de mes parties, il y a de temps en temps des joueurs aléatoires avec lesquels j'interagis, et donc j'appelle ça les 35 millions de potentielles rencontres éphémères. Donc il y a 35 millions de joueurs, et donc potentiellement je peux tomber sur n'importe qui pendant 15 minutes. Il peut y avoir un échange qui se prolonge ou pas en fonction de la disponibilité de l'échange qui aura eu lieu lors des parties, mais en général c'est des moments très très fugaces que j'ai avec toute une série d'acteurs, ce qui pousse bien évidemment à réfléchir à la méthodologie en termes de que faire avec des interactions éphémères, mais qui nous parlent de l'expérience qu'en font les joueurs au quotidien, parce qu'un joueur va vivre ces interactions éphémères. Donc je reviens ici à un concept clé qui fait généralement débat quand je présente ma manière d'approcher les choses, c'est le jeu étendu. Plutôt que parler de méta-jeu, je vais parler du jeu étendu. Pourquoi ? Parce que souvent il y a une ambiguïté par rapport à mon terrain, qui est que les joueurs utilisent le mot méta, le méta-jeu, pour dire plutôt une manière de pratiquer des stratégies et autres, plutôt que de parler de l'univers du jeu dans lequel ils vont aller continuer l'expérience en dehors, dans des forums et autres. Donc je préfère parler de jeu étendu en termes d'expérience, plutôt qu'en termes classiques qu'on associe au méta-jeu. Donc comme je l'ai dit, et là c'est le point central, c'est l'implication au plus proche d'un joueur lambda. Existe-t-il ce joueur lambda ? Mais je n'ai pas trouvé à l'heure actuelle de meilleure formulation. Donc c'est éprouver dans un premier temps, en tout cas de ma recherche, ce qu'un joueur derrière son ordinateur éprouve au quotidien, sans toute cette partie de l'enquête que je vais mener maintenant,
Vous voyez que sur le côté, j'ai mis que j'avais commencé des blogs et du streaming afin d'éprouver ce que ça faisait d'être dans ces postures-là. Mais pour le moment, je suis restée dans une posture que tout un chacun peut vivre en se connectant depuis son ordinateur. Il y a aussi l'optique prospective, donc je fais partie d'un laboratoire qui s'ancre dans des questions contemporaines afin de questionner les pratiques à venir, les pratiques vraiment ancrées dans une logique un peu anticipative. Donc il y a aussi cette réflexion de que faire de ce qu'il adviendra par la suite, et ça ressort à certains moments dans ma méthodologie. Comme vous l'avez compris, c'est des parties de jeu classiques que je mène avec des discussions au moment propice, parce qu'il n'y a jamais de pire moment pour poser une question que lorsque le jeu est tendu et qu'on est en train de faire une partie contre des adversaires où on doit se concentrer pour atteindre la victoire. Donc c'est généralement dans des entre-jeux que je discute avec eux, dans des moments d'attente, ou quand il y a des vidéos, et on les commente régulièrement, ce qui me donne beaucoup à penser sur les acteurs fictionnels et les personnages. Aussi des discussions sur le Discord et l'exploration de forums et commentaires. Donc je suis là dans une posture d'observatrice, alors que quand je joue, je suis beaucoup plus dans de la participation, ce qui, en tant qu'anthropologue, ne me permet pas toujours de prendre des notes en parallèle et qui explique parfois une reconstruction a posteriori en fait, des expériences que j'ai eues, bien que maintenant la vidéo nous aide. Dieu merci. Donc voilà, mon terrain en quelques mots. Donc ici, si je sais faire aller la vidéo... J'espère qu'elle va se lancer. Donc voilà, vous voyez que c'est des moments à la fois de vidéos qu'on a au sein du jeu pour lancer des événements. C'est assez rare d'avoir des vidéos, mais il en existe. Vous voyez là qu'on met en scène les personnages, on raconte une histoire, et puis on est projeté. Bon voilà, ma réaction est très... Elle représente un petit peu ce que j'ai entendu aussi à l'oral, qui est du genre la révélation en fait finalement d'une histoire sous-jacente, et de nombreux joueurs apprécient ce genre de révélation parce que c'est des tracks qu'on fait au détail sur les personnages. Donc après on est passé à un écran de connexion comme ça, où c'est généralement des négociations en disant mais moi je suis plus dans ce rôle-là, ou moi je suis plus, etc. Donc c'est vraiment des moments où j'en apprends beaucoup sur les choix de personnages. Parfois c'est juste simplement ah ça dégaine me plaît bien, je vais le prendre. Donc ça m'en apprend sur le choix et la manière dont se comportent les joueurs par rapport à leurs personnages. Et vous voyez qu'on est projeté donc dans des univers assez clos, de ce qu'on dit map. Donc ce n'est pas un univers ouvert, c'est vraiment le type FPS, à ceci près que Overwatch a fait le pas de mettre en avant une communication très avancée sur une histoire, une fiction et sur la construction de personnages. Donc on n'a pas des personnages lambda qu'on doit customiser avec des éléments, on pourrait dire de vêtements ou d'armes. Là on fournit un personnage qu'on customisera mais qui restera toujours ce personnage en particulier avec son histoire. Vous voyez que bon, c'est vraiment le jeu de tir tout à fait classique, à ceci près que chaque personnage a ses propres capacités et a finalement sa forme de jeu, ce que les joueurs appellent volontiers tempo, c'est-à-dire on a une sensation particulière quand on les joue, et ça fait partie de ce que les joueurs mettent en avant lors de leur expérience. Alors, j'en suis venue aux acteurs fictionnels parce que vous l'avez entendu dans cette première partie, le mot personnage revient énormément. Donc, la genèse finalement de cette approche par l'acteur fictionnel, c'est deux événements de terrain. C'est une première vidéo YouTube qui a été virale, ça s'appelle You Should Have Picked Mercy, donc tu aurais dû prendre Mercy, qui est un personnage de support, et cette vidéo a fait 12 millions de vues en 2 semaines, ce qui est absolument énorme. Et les joueurs en parlent. Quand j'étais avec eux, quand quelqu'un ne prenait pas un support dans leur équipe, dans l'équipe adverse, on entendait quelqu'un, il y en avait forcément un qui chantait cette chanson-là pour rappeler une pratique qui est décriée par les joueurs, qui est le fait que souvent les mauvais joueurs à leurs yeux choisissent des personnages d'attaque et non pas des personnages de support, et qu'on en mange à chaque fois. Donc c'est à la fois une pratique, c'est à la fois un pied de nez aussi à l'histoire du jeu vidéo, parce qu'à un moment donné, ils confrontent un petit peu leur rapport entre Overwatch et Team Fortress, donc il y a aussi tout ce bagage-là. Et on a donc cette vidéo virale qui est devenue finalement dans le discours et dans les pratiques quelque chose qui revenait régulièrement comme un marqueur important, et je me suis dit tiens, ça a été cristallisé en plus d'un joueur, d'un personnage qui est très 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 apprécié et controversé aussi, au point où certains s'appellent les main merci et revendiquent une appartenance aux joueurs qui jouent ce personnage. Donc en fait ça a cristallisé énormément de choses, j'étais intriguée. Une deuxième vidéo concernait un autre joueur qui joue tout le temps le même personnage, qui s'appelle Lucio. Et ce personnage, cette personne, parce que oui, personnage et personne en tant que youtubeur qui ne se montre pas son visage était assez flou, DSPS Tanky, a finalement
montrer une méthode de jouer particulière vis-à-vis de ce personnage-là, et c'est devenu une marque de fabrique. C'est devenu, on joue à ce personnage-là à la DSPS. Et donc, il y avait là aussi quelque chose qui est de l'ordre de... le joueur s'est tellement approprié le personnage, a créé un style, et finalement, on joue en fonction de ça. Et on joue un Lucio classique ou on joue un Lucio DSPS. Et donc là, il y avait aussi quelque chose qui se jouait, je trouve, de très intéressant. L'autre, pourrait dire déclencheur, a été un débat que j'ai tenu à la même période, il y a 1 an, avec un de mes acteurs de terrain, à propos d'un personnage qu'on avait customisé en sorcière. Et je trouvais, moi, que ça n'allait pas au personnage. Et pourtant, lui trouvait que ça allait très bien, car c'était un peu un personnage qui était mi-bon, mi-mauvais, qui représentait le côté bon et mauvais de la science, et surtout de la médecine. Et donc là, on se retrouvait avec une discussion où tout nous servait, que ce soit des impressions personnelles ou que ce soit des éléments du jeu ou des éléments de l'histoire qu'on nous rapportait dans les différents forums et vidéos que Blizzard avait proposés. Et là, il y avait vraiment une construction d'un débat. Et en cherchant, j'ai remarqué que loin d'être un cas isolé, les joueurs sur YouTube notamment font régulièrement des vidéos de théories sur les personnages dans cette espèce de track qu'il y a, mais aussi de mise on pourrait dire en histoire de ce qu'ils jugent du personnage, de son histoire possible, des possibles orientations que l'entreprise va donner au personnage ou pas, et de ce que les joueurs apprécient ou non. Et donc il y a vraiment un énorme débat autour des personnages qui se construisent comme ça. Et finalement, j'ai remarqué que tous ces éléments n'étaient absolument pas isolés. C'était récurrent dans l'histoire que j'avais avec les joueurs et dans leur impression même du jeu. C'est des choses qui revenaient régulièrement dans les discussions que j'avais avec eux. Et donc, ça m'a fait remettre en question toute une série de catégories, mais toujours en prenant le prisme de l'expérience et du vécu des acteurs de terrain. Donc, pas au niveau de la conception, pas au niveau, mais c'est vraiment de comment les joueurs se rapproprient en fait, le contenu et comment ils le rendent à la communauté et à certains moments aux designers. Donc petit à petit, vous voyez que le terme amateur et professionnel devenait problématique parce que même les professionnels sont des joueurs et aiment le jeu en vrai passionné. Les amateurs deviennent tellement bons dans ce qu'ils font qu'ils sont quasiment considérés comme des professionnels. Des joueurs, des youtubeurs sont tellement bons qu'ils sont associés à des sportifs tout en n'ayant pas le statut. Et donc vous voyez que petit à petit, certaines catégories ont été remises en question. Et le point central de tout ça, finalement, pour moi, afin de discuter de ça, donc c'est une position théorique, c'est l'approche par le personnage, c'est-à-dire un non-humain qui est intriqué au sein d'un réseau de relations, de discours et de pratiques, et dans une approche, finalement, de communauté comme d'un réseau. Il a sa propre existence en tant qu'acteur, c'est-à-dire en tant que... non-humain qui agit sur les personnes, induit des réactions, induit des postures, induit des discours, mais il appartient à tout le monde, ça c'est quelque chose que j'apprécie dire, il appartient à tout le monde sans appartenir à qui que ce soit. Il échappe aux designers parce qu'il y a des négociations qui vont se faire, vous allez voir dans l'exemple qui suit, et il échappe aussi aux joueurs qui finalement ont tellement de possibilités devant eux que le personnage ne leur appartient pas non plus. Donc on est là face à quelque chose qui prend une forme d'autonomie par le nombre et par justement tous les différents lieux de présence qui sont là et par les 35 millions de joueurs et l'équipe de designers de 15-20 personnes qui sont là. À titre d'exemple, Soldat 76 est un personnage, un des premiers qui a été proposé. Et le design était d'un personnage masqué et autres qui a nécessité aux joueurs de traquer des indices afin de découvrir que c'était un personnage central de l'histoire avant l'histoire du jeu, de ce qui se déroule en jeu, qui était un commandant très important de la ligue Overwatch, donc c'est-à-dire de héros d'Overwatch qui sont censés sauver le monde. Donc ce vigilante, c'est finalement... révélé être effectivement le commandant. Donc Blizzard a fait des communications, avait laissé des indices, les joueurs ont fait des théories pendant des mois. Et certains ont décidé de prendre le contre-pied. Et ce fanart ici s'est retrouvé posté 2 semaines avant la sortie officielle du jeu, le 24 mai 2016. Donc 2 semaines avant, un des fanartistes a proposé cette interprétation qui est très paternaliste où par son caractère un peu bourru en jeu et par le fait qu'il dit venez vous soigner ici, faites attention, etc., se retrouvait être le protecteur des autres joueurs, des autres personnages. Ça a été décliné de ce fait-là en finalement la figure paternelle qui a muté petit à petit.
Et vous voyez que ça a été réapproprié. Donc là, vous avez un sticker. Donc derrière, vous avez le sticker qu'on peut trouver en jeu, qui a été réapproprié par un joueur et refait en cosplay sur son compte Twitter, mais avec aussi cette autre interprétation qui n'est pas officielle. Et donc il y avait ce plaisir finalement d'avoir cette vision canonique du jeu, de qu'est-ce que la fiction telle que donnée par les designers nous dit, mais aussi quel est le sens que nous avons envie de mettre en scène. Là, les cosplayers et forcément tous ceux qui ont liké apprécient bien cette interprétation. Ça a mené à d'autres formes paternelles et autres, et d'autres joueurs ont décidé de mettre en scène aussi d'autres personnages avec une fille adolescente, mais vous voyez que ça grossit, ça fait un peu l'effet buzz, plein de vies alternatives sont proposées, et finalement Blizzard s'est retrouvé face à un tel brouhaha, on pourrait dire, de plein d'interprétations différentes, mais toujours avec ce thème du papa, qu'ils ont décidé, après un an, d'intégrer la figure du père avec un skin, le papa au barbecue, et avec une réplique que Trésor, que vous voyez là en haut, donc la jeune femme, lui répond quand il dit fais attention, elle va lui répondre yes dad, et c'est une manière de dire aux joueurs petit clin d'œil, on vous a entendu. Mais vous allez me dire, oui, les personnages, ça s'applique. Mais ça s'applique aussi aux designers. Vous voyez ici le lead designer d'Overwatch qui est mis en scène exactement de la même façon. Donc il y a aussi des réappropriations qui sont de l'ordre des figures, on pourrait dire, proéminentes de la communauté, que ce soit des youtubeurs, influenceurs ou que ce soit les designers. Donc ce traitement ne s'applique pas uniquement aux acteurs fictionnels, mais aussi à d'autres types d'acteurs. C'est on pourrait dire, une façon d'interagir entre les joueurs et de quelque part faire des clins d'œil et de réactiver une sorte de connivence entre eux, parce qu'ils saisissent la référence, ils saisissent ce qui se cache derrière ces images. Alors, outre ça, souvent ce qu'on m'oppose quand je présente cette vision de l'acteur fictionnel comme étant finalement des histoires partagées et autres, on me dit souvent oui, mais c'est aussi un contexte d'industrie, de capitalisme, de consumérisme. Alors oui, effectivement, il y a cette dimension-là. C'est Blizzard Entertainment et Blizzard, c'est une fabrique de fans. Ils font tout pour que les fans apprécient, que ce soit du transmédia ou que ce soit la grande messe qui aura bien lieu, la BlizzCon. Si vous voulez la regarder d'ailleurs, c'est gratuit et ça va avoir lieu dans quelques jours et la cérémonie d'ouverture est gratuite et on peut voir cette grande célébration où tous les fans se sentent intégrés et où tous ceux qui jouent dans mon cas vont être derrière la TV à faire des conversations sur Skype en disant hey, t'as vu ça, t'as vu ce qui vient de se passer. Donc c'est 2 jours très intenses pour moi. Donc, et voilà, c'est une sorte de célébration et il y a vraiment cette technique de fan parce que quelque part il y a aussi le besoin d'avoir toujours cette masse consommatrice qui est présente, cette masse aussi de connexion à leur jeu. Il y a des invitations à cette consommation, que ce soit, vous voyez, ça c'est leur nouveau fer de lance, c'est les Lego Overwatch. Donc ils font une invitation à cette consommation, c'est en vrai fan d'Overwatch, acheter le sabre à 200 €, acheter le t-shirt, acheter la veste, etc. Donc il y a vraiment là, quelque part, porter les bannières haut et fort de Blizzard, mais aussi montrer votre côté fan et entourez-vous de goodies qui vous feront plaisir. Il y a la frénésie de contenu et d'options de consommation, que ce soit physique par les figurines pop ou que ce soit également par les contenus. Blizzard fait énormément de vidéos qui ne servent pas à proprement parler dans le jeu, mais qui servent à construire ces éléments fictionnels, cette histoire qui plonge les joueurs dans qui leur donne une sensation d'univers. Pas juste de personnages un petit peu en carton-pâte qu'on va mobiliser, mais vraiment là d'une histoire dans laquelle on est plongé, dans laquelle on s'investit. Il y a des tactiques de vente et communication, bien évidemment, très agressives souvent, qu'on peut retrouver un peu partout, que ce soit sur leur présence dans les réseaux sociaux, qu'ils investissent. Par exemple, Overwatch a un fil sur Instagram qui est plutôt assez rare pour les jeux vidéo, mais ils ont décidé d'investir aussi tout type de réseaux sociaux en voyant que les joueurs y étaient présents et créer d'eux-mêmes des comptes. Donc on a toute cette tactique de communication très, très agressive. Donc on est dans un régime de l'alerte où les joueurs sont constamment plongés dans des tweets, dans des images, dans des vidéos, etc. Où il y a constamment des nouvelles informations. C'est à coup d'une trentaine de posts grand minimum par jour qu'il faut suivre pour dire d'avoir un peu la tête en dehors de l'eau. C'est aussi le processus de Pygmalion, c'est-à-dire ce qui a été théorisé par Possamay, c'est le fait que la pop culture s'invite dans le quotidien. Et on voit effectivement que les joueurs
peuplent leur quotidien avec un t-shirt aux couleurs d'Overwatch, avec une figurine sur le bord de leur bureau, avec donc pourquoi pas des PC, j'ai vu des gens proposer ça et Blizzard était à repartager ça, des PC conçus aux couleurs des personnages du jeu. Donc il y a vraiment là quelque chose aussi du quotidien qui se crée et de ce que j'ai appelé la création d'un gamescape pour détourner un petit peu ce que Apadora a théorisé, c'est-à-dire un contexte culturel, technique et autres qui se crée par la communauté, ce qu'elle véhicule comme apprentissage, comme tactique, comme méta, entre guillemets, et comme contenu vidéo et de contenu de fans qu'il propose. Donc on est là dans un univers avec ses propres codes, ses propres sens, dans lesquels les joueurs se sentent à l'aise et se revendiquent joueurs d'Overwatch ou s'identifient. J'ai eu il n'y a pas longtemps une collègue qui est rentrée, qui a vu un tableau que j'ai derrière mon bureau et immédiatement joueuse d'Overwatch et paf, la connivence était là. Quelque chose s'est fait. Et mes joueurs me racontent souvent aussi ça, en disant qu'il y a une connexion qui se fait, ne fût-ce que par ce petit détail qui est présent et qu'on a mis dans notre quotidien, parfois comme simplement rappel de notre expérience de jeu, mais parfois aussi comme envie de revendiquer quelque chose au niveau identitaire. Mais ce contexte, moi, j'étais pas satisfaite de me dire, il y a juste le côté consumériste, il y a l'entreprise qui est là, il y a ces logiques-là, parce que les joueurs ne sont pas dupes, ils savent très bien dans quoi ils sont très réflexifs vis-à-vis de ça, parfois allant même jusqu'à le complexe de persécution, en ayant l'impression que les designers leur en veulent personnellement, ou d'autres en ayant tout ce qu'il y a d'une attitude de théorie du complot, en imaginant des choses totalement incroyables, et toutes ces théories circulent et s'échangent, et il y a énormément de débats autour de ça, débats dans lesquels souvent les designers vont, sur Reddit, les designers d'Overwatch sont présents, et de temps en temps essayent de remettre l'église au milieu du village tant qu'ils peuvent, mais en tout cas il y a vraiment là quelque chose qui ne me satisfaisait pas, en tout cas quand on m'opposait, oui mais on est dans la consommation, oui mais les joueurs le savent très bien, et ça n'empêche pas que cette connivence entre les personnages, entre les joueurs et au sein d'une impression de communauté se fait quand même. Donc tout ça amène à repenser l'appropriation des joueurs et finalement des designers en termes pour moi de circularité des contenus et des discours. Comme vous l'avez vu avec Soldat 76, il y a effectivement des effets, on pourrait dire cycliques. Les designers donnent quelque chose, les joueurs s'approprient, redonnent quelque chose, les designers reçoivent, que ça soit après rétroactivement mis dans le jeu ou non, en tout cas il y a ces formes de circularité qui se fait avec bien évidemment des refus, des impasses ou au contraire des choses mises en place. Un autre exemple est un personnage dans lequel une des animations est une sorte de clin d'œil à une grande théorie qui avait été mise en avant par les joueurs et qui en fait était totalement fausse. Ils avaient juste mis en avant un défaut de conception au niveau du jeu. Donc il y a des sortes aussi de petits... On rattrape les choses aussi à certains moments et on vous fait un clin d'œil parce que vous avez compris. Tout ça crée des codes et des discours que les joueurs décodent. Alors bien évidemment pas tous, parce que vous imaginez qu'une masse de 35 millions de joueurs n'est pas forcément au fait de tout ce qui se passe, mais il y a quand même des grandes tendances qui sont présentes. Vous voyez un exemple ici, Let's Zen Walk. C'est lors d'une compétition officielle, qui s'appelle l'Overwatch League, des membres du public mettaient derrière, donc ils montraient ça pour la caméra et finalement pour la communauté, ce genre de message. Et ce genre de message, en fait, a tellement plu aux designers, l'idée était amusante, qu'ils ont créé des petites vidéos où ils voient le personnage que vous voyez là en lévitation ne marche jamais, il est toujours en lévitation. Et ils ont décidé de le faire marcher, ce qui est spécialement ridicule, mais ils ont mis des vidéos et c'est devenu une revendication. Et chaque fois, lors des nouvelles parties qui ont suivi, il y avait plein de pancartes et il y avait de plus en plus de pancartes et autres qui ont été faites dans ce sens-là. Et donc on voit qu'il y a vraiment ce retour entre joueurs et designers qui est de l'ordre du jeu, mais aussi de l'ordre, oui, bon, ça va, on sait bien que de ce fait-là, Blizzard nous a entendus et donc on est pris en considération, oui, bon, c'est une industrie, c'est normal. Et donc il y a toujours cette sorte de réflexivité qui est là et qui mène aussi les joueurs, tant les designers, à faire des créations de produits de consommation. Parce que même les fanarts en soi, ou même ces affiches sont des produits de consommation pour les joueurs. Ils sont dans cette attitude, ils consomment des contenus, ils consomment des commentaires, ils consomment des fanarts.
et vont en chercher de nouveaux. Il y a cette sorte de recherche, de chasse qui est incessante pour certains joueurs. Attention bien évidemment à nuancer ça, parce que des joueurs plus dans la performance qui veulent se consacrer aux beaux gestes au sein du jeu et qui ont envie d'améliorer leur visée ne vont pas investir autant que des personnages qui ont envie d'investir dans la fiction. Donc c'est aussi à prendre en considération par rapport à l'engagement, mais il y a quand même une forte population de joueurs dans Overwatch qui a cette attitude vis-à-vis des personnages. En parallèle de ça, il y a une recherche de légitimité et de visibilité, c'est-à-dire que finalement, cette personne qui a lancé ça, les joueurs se rappellent que c'est lui. Un influenceur qui a lancé une nouvelle pratique, il marque la communauté et il y a une sorte de légitimité, même au sein de groupes plus petits. Au sein du groupe, le fait d'avoir ce capital connaissance, de savoir d'où ça vient, de savoir expliquer aux autres joueurs est une manière de légitimer sa place, de marquer, je suis un joueur qui sait de quoi il parle, et d'imposer finalement le fait qu'il n'est pas novice. Donc il y a aussi, à toutes les échelles, il y a une recherche de légitimité, une recherche de reconnaissance et une forme de visibilité en fonction de l'échelle à laquelle le joueur souhaite la faire. Outre ça, un concept qui m'est très utile, que je ne vais pas énormément développer, mais qui me permet en fait de décrire cet agencement entre industrie d'un côté et relation aux personnages émotionnels par rapport à la fiction, à la chasse, d'indices, c'est le concept de résonance, c'est-à-dire d'un être au monde qui fait sens pour les joueurs. Et dans la modernité, et vous allez voir à titre de conclusion, c'est finalement cette résonance en lien cette nécessaire potentialité des acteurs. Je m'explique. C'est-à-dire que dans une modernité qui nous pousse à toujours avoir plus, à toujours consommer plus, à toujours être on pourrait dire dans ce régime de l'alerte, dans ce trop d'informations, c'est finalement, on est pris un petit peu dans un engrenage qui doit continuer comme ça. On est pris dedans et les industries sont prises dedans aussi. Et donc c'est dans un développement dynamique que se font les choses. Les joueurs s'insèrent là-dedans et acceptent ça, et même que du contraire, ça fait une sorte de connivence entre eux, ce sentiment d'être à sa place. On a compris quelle est la référence, on a compris comment le personnage, d'où vient cette histoire, on a compris la citation, on s'intègre vraiment, et les joueurs ont souvent, une chose que j'ai éprouvée aussi, et en discutant avec eux, ont aussi cette sensation d'être à la bonne place, de sentir cette joie parce qu'on a reconnu quelque chose ou qu'on sait quelque chose. Et donc c'est une nécessité pour tromper l'ennui, c'est une nécessité pour faire communauté, avoir cette sensation d'être entouré et d'avoir envie aussi de retourner dans le jeu. Certains me disent j'y retourne parce que la fiction est tellement géniale, j'ai envie d'en savoir plus, j'aime revoir mon personnage et autres. Donc il y a vraiment ça. Et des potentialités parce que, outre le fait qu'il y a 35 millions de joueurs et donc potentiellement énormément d'histoires encore non exploitées, il y a aussi toutes ces histoires qui sont présentes mais qui ne sont pas investies par les joueurs, que ce soit par choix, par exemple je suis dans la performance, je n'ai pas envie de consacrer du temps à la fiction, ou que ce soit en termes de je suis en milieu francophone et je ne vais pas aller dans les lieux anglophones, et avec finalement ces rapports avec d'autres tendances qui sont mises en avant parce que cette communauté agit légèrement différemment de celle dans laquelle je suis. Voilà, je pense que je vais finir là parce que je pense dépasser un tout petit peu, mais merci de votre écoute.